Après avoir investi plus de 150 000 € à l'âge de 25 ans, j'ai tiré des leçons et beaucoup de choses qui m'ont permis de devenir un meilleur investisseur. Tu comprends bien que les investissements que je fais aujourd'hui avec des montants plus élevés et surtout avec plus d'expérience sont bien meilleurs que les premiers investissements que j'ai pu faire. Et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 7 points, 8 points peut-être, qui m'ont vraiment permis d'évoluer, qui m'ont permis de faire passer mes investissements à un niveau supérieur et qui m'ont surtout permis d'être plus serein par rapport à mes finances, par rapport à la façon dont je vais gérer mon argent. Parce qu'il faut bien que tu comprennes une chose, devenir un meilleur investisseur, c'est devenir une meilleure personne entre guillemets. Quand je dis une meilleure personne, c'est que si tu deviens meilleur en investissement, tu deviendras meilleur dans plein de domaines de ta vie. Tu deviendras meilleur en sport parce que tu comprendras mieux ce qui se passe à l'intérieur. Tu deviendras meilleur dans ton business si tu as un business. Tu deviendras meilleur en tant qu'employé si tu as un travail, si tu es employé. Tu deviendras également meilleur dans tes relations avec les autres, que ce soit amicale, amoureuse, etc. Dans ta gestion du temps. C'est un état d'esprit, c'est quelque chose que tu pourras appliquer à tous les domaines de ta vie et tu en seras que meilleur. Donc plus tu t'améliores dans tes investissements et plus tu t'amélioreras partout dans ta vie. Le premier point, et je pense que c'est quelque chose que tu dois appliquer quasiment à tout dans ta vie, en investissement c'est très important et ça va vraiment te permettre d'éviter de 1, de faire des erreurs, et de 2, de te précipiter et d'être entre guillemets le dindon de la farce. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que Howard Marks met beaucoup en avant dans ses livres, c'est la pensée au second degré. Okay, la pensée au second degré, c'est essayer de ne pas se référer à ce qu'on voit, ce qu'on entend directement, à ce que la majorité des personnes vont voir. Par exemple, tu vois un arbre, pensée premier degré, c'est je vois un arbre, c'est un arbre. Ok, peut-être que c'est un arbre qui monte ou qu'il est joli. Pensée de second degré, ça va être comment cet arbre a fait pour en arriver là, comment ses racines ont pu s'implanter, pourquoi ce type d'arbre bien précis était à cet endroit bien précis, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à ce résultat. Ok, dans un cas, tu fais juste un simple constat. Dans l'autre cas, tu essaies de comprendre comment le constat a pu arriver ici, comment les choses se sont entremêlées, entrelacées pour qu'on arrive à ça. Et ça, en investissement, c'est très important, surtout dans des phases, dans quasiment toutes les phases, mais dans des phases où, par exemple, d'extrême hausse ou d'extrême baisse, ça peut être très bien. S'il y a une extrême hausse, par exemple la bulle Internet, la bulle qu'il y a eu sur les crypto-monnaies, ce qu'on peut avoir en ce moment avec l'intelligence artificielle, eh bien, tu dois essayer de comprendre pourquoi ça monte. Tu as le premier, l'aspect numéro 1, c'est ça monte. Ok, Nvidia, ça monte, ça explose tout. Maintenant, l'aspect numéro 2, c'est ok, ça monte, mais jusqu'où ça peut monter, jusqu'où les rationalités peuvent rester. Comment ça se fait que malgré le fait que ce soit purement logique, que ce soit surévalué, pourquoi ça ne baisse pas encore? Quelles sont les différentes étapes et les différents facteurs que ça fait qu'on en est là et que ça ne baisse pas encore? Un autre point dans le sens inverse, par exemple, on prend l'entreprise 3M. 3M qui connaît une chute très violente depuis 2018. Et l'idée, le premier degré, c'est de se dire, oulala, l'action chute, ça pue, je pars. Penser en second degré te ferait plutôt dire, ok, l'action chute, qu'est-ce qui provoque la chute? Là, tu te rends compte qu'ils ont des procès. Ok, les procès, combien ça va coûter? Quels sont les risques, quels sont les dangers par rapport à ces procès? Comment ça va être géré? Ok, il y a X dollars qui sont en jeu, combien ils gagnent? Ok, ils gagnent ça, s'ils payent, ça représente 5 fois ce qu'ils gagnent tous les ans. Donc potentiellement ça veut dire que va y avoir 5 ans difficiles, mais vu le pouvoir qu'a cette marque, vu l'emprise qu'a cette entreprise, 5 ans entre guillemets qui sont perdus, c'est pas grand chose. Enfin, c'est la conclusion, c'est une des conclusions à laquelle on peut arriver. Donc tu vois vraiment l'idée, la différence qu'il y a entre ces deux choses, entre ta pensée du premier degré et ta pensée du second degré. Le deuxième point qui est très important et qui est difficile à admettre, c'est simple à comprendre mais c'est beaucoup plus difficile à admettre, c'est que Rome ne s'est pas faite en un jour. Et ça tu dois bien le comprendre. Plus tu vas pratiquer, meilleurs seront tes investissements. Tu ne peux pas devenir un bon investisseur juste parce que tu as lu quelques livres, tu as suivi quelques formations et que tu vas commencer à investir. Non, tu deviendras un meilleur investisseur quand tu pratiqueras, quand tu iras analyser des entreprises, quand tu iras lire des livres de compte, quand tu iras faire des recherches, quand tu pousseras tout ça, quand tu te planteras également, là tu deviendras un meilleur investisseur.
Troisième point, c'est te fixer des règles et être discipliné sur ces règles. Je pense que la discipline, c'est vraiment ce qui fera de toi quelqu'un de bien rentable sur les marchés et qui te permettra d'avoir de très bons résultats. C'est la discipline que tu es capable d'appliquer à tes investissements, à ton portefeuille et à tout ce que tu vas faire autour de ça. Par exemple, ne pas avoir de discipline, c'est ok, je vois une vidéo qui parle de cette entreprise, je suis emballé, je vais investir. Si tu es discipliné, c'est ok. Très bien, j'ai eu l'idée, la vidéo m'a donné l'idée, c'est très bien, merci. Je vais regarder les livres de compte, je vais analyser l'entreprise plus en détail, je vais voir les différents ratios financiers, je vais voir ce qu'il en est plus en profondeur, je vais voir les points positifs et les points négatifs pour les comparer, pour essayer de comprendre un peu quel est le risk-reward, qu'est-ce que j'ai à y gagner par rapport à ce que j'ai à y perdre. J'ai mes règles, j'investis pas plus de 10% dans une entreprise, pas plus de 20-25% dans un secteur. Est-ce que si j'investis dans cette entreprise, je reste dans mes règles? À quel montant je peux y aller? Si tu fais ça, si tu as la discipline de tout le temps faire ça, la discipline d'investir tous les mois une partie de ton salaire, d'épargner et d'investir une partie de ton salaire, il n'y a pas de raison que tu ne deviennes pas un bon investisseur. Il n'y a pas de raison que ton argent te rapporte de plus en plus d'argent année après année et que tu mettes en place les intérêts composés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important que tu sois discipliné, que tu te mettes des règles et que tu les appliques. Parce que se mettre des règles, c'est bien joli, mais il faut les appliquer. Okay. Un autre point important, je ne sais plus auquel on est, on doit être au 4 ou au 5. C'est encore une fois quelque chose que j'ai tiré surtout de Howard Marks. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est que ça l'est. C'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc méfie-toi vraiment des opportunités où sur le moment, c'est sûr que tu as déjà vécu ça. Sur le moment, tu dis ah ouais, mais ça peut pas, c'est trop bien, ça peut pas être mauvais. C'est vraiment une idée de génie, c'est vraiment un truc où il faut que j'y aille. Je vois aucune objection, aucune contre-indication. En général, s'il n'y a pas d'objection, c'est qu'elles sont, j'ai pas envie de dire qu'elles sont bien cachées, mais c'est qu'en fait, elles sont pas encore remontées à la surface et que si elles remontent à la surface, elles sont très grosses. L'exemple le plus marquant que j'ai par rapport à ça, il y a quelques années, j'avais rencontré quelqu'un et j'ai investi dans son entreprise qui fait du minage de crypto-monnaies. Ok, donc j'avais pas investi grand chose non plus, j'avais investi à peu près 10 000 euros. Le truc c'est que de 1 j'ai investi au pire moment, c'est-à-dire j'ai investi quand les marchés étaient au plus haut, donc les machines pour miner du bitcoin etc, ça coûtait très cher. En plus de coûter très cher, c'est un marché où dès que ça se calme ça coûte moins cher, les rentabilités sont moins bonnes, donc au lieu de gagner par exemple les 300-400 euros de revenus passifs mensuels que je devais avoir, je me retrouve à gagner en ce moment à 7 euros, tu vois, 7 euros, parce que tout a baissé, le prix a baissé, mon investissement de 10 000 euros, donc les machines que j'avais pour 10 000 euros à peu près, maintenant ça doit valoir que 1500 ou 2000 euros. Et l'idée, le truc en fait, c'est que je me souviens parfaitement de ce que j'avais en tête au moment où j'investis. Je me suis dit, putain, mais c'est excellent, c'est trop beau, ça peut pas cracher ce genre de truc, ça me garantit un revenu à vie, passif à vie, parce que les machines, ils les renouvellent à chaque fois qu'elles commencent à être défaillantes, etc. Et donc moi je suis, putain, j'imprime de l'argent quoi. Et au final, on voit comment ça a terminé. Alors ça n'a pas terminé, j'ai encore, d'après ce qu'ils me disent, le prix peut largement remonter, etc. si on a un prochain bull market et avec la façon dont les choses vont évoluer. Mais si tu vois vraiment l'idée qu'il y a eu derrière ce truc, où heureusement que j'ai suivi mes règles, hein, dans le sens où j'ai pas mis beaucoup de mon capital, ça représente une infime partie de ce que j'ai investi, donc c'est tranquille. Mais si j'avais pas suivi ces règles et que j'avais été allé all-in parce que je trouvais ça l'idée géniale, je me serais retrouvé un petit peu comme un con et j'aurais perdu une grosse somme pour rien. Et c'est sur ça que les arnaques fonctionnent, c'est vraiment sur cette crédulité, ce truc où on se dit c'est trop beau pour être vrai. Une fois que j'investis là-dedans, ça y est, tous mes problèmes entre guillemets disparaissent. Donc fais bien attention à ça. Si tu commences à avoir ce sentiment d'euphorie sur un investissement, ce sentiment de truc c'est génial, c'est que derrière il y a un problème qui va arriver ou qui est sur le point d'exploser, donc tu risques de te faire avoir. Ensuite nous avons l'état d'esprit. L'état d'esprit quand tu vas être au supermarché, quand tu vas, peu importe ce que tu vas acheter, essaie de switcher ton cerveau et passer du mode consommateur à entre guillemets acteur analyste. Ce que je veux dire par là, c'est essayer de comprendre comment tu dépenses ton argent, essayer de comprendre ce qui se passe autour de l'argent. C'est-à-dire dès que tu entends le mot argent, dès qu'il y a un truc où il y a de l'argent qui est en jeu, qui est en rapport quelque part, essaie de comprendre comment les transactions ont été amenées à être faites et comment
toi, tu as été amené à dépenser. Par exemple, tu vas acheter ton café le matin, tu passes devant Starbucks, tu l'achètes. Pourquoi est-ce que tu t'es arrêté chez Starbucks? Essaie de comprendre pourquoi Starbucks, pourquoi t'es pas allé à Costa ou que t'es pas allé à, je sais pas ce qu'il y a comme truc de café, à la boulangerie du coin ou un truc comme ça. Pourquoi Starbucks et pas un autre? Pareil, quand tu es au supermarché, quand tu achètes ton dentifrice, quand tu achètes ta viande, quand tu achètes tes... je sais pas moi, tes yaourts, etc. Pourquoi est-ce que tu sélectionnes ceux-là et pas d'autres? Quand tu vas acheter des vêtements, pourquoi tu vas acheter ces vêtements-là et pas d'autres? Essaie de comprendre un petit peu tout ça. Essaie de te dire à chaque fois, ok, j'ai mis mon argent là pour X raisons. Comme ça, de 1, premièrement, quand tu achètes, au moins tu apprends quelque chose. Tu apprends quelque chose, tu comprends un peu les mécanismes. Et donc, c'est des mécanismes, si tu as un business, potentiellement, tu peux les utiliser dans ton business. Deuxièmement, si tu comprends bien les mécanismes, à certains moments, tu te dis, ah ouais, ça c'est génial, faut que j'investisse là-dedans. Et un jour, peut-être qu'il y aura une startup dans laquelle tu auras l'opportunité d'investir qui fait quelque chose de similaire et tu diras, ouais, je me souviens, ce mécanisme est super bon, j'y crois dedans, j'investis. Ou alors tu trouveras l'entreprise qui te vend, par exemple, tu es chez Zara, tu te rends compte que tu peux investir dans Zara, tu investiras parce que tu as aimé le process qu'il y a derrière. Ou Starbucks, je dis des marques au hasard, c'est pas des conseils en investissement, hein, c'est vraiment juste pour te donner une idée, que tu comprennes que potentiellement tu peux investir dans ces trucs que tu consommes, et surtout tu te rends compte que putain, il y a un truc où ouais, j'achète ça, il est hors de question pour moi d'aller acheter autre chose. Il est hors de question pour moi pour le téléphone par exemple, si tu as un iPhone, peut-être que pour toi il est hors de question de passer chez Samsung demain, ou inversement, si tu es chez Samsung, peut-être pour toi il est hors de question de passer chez Apple ou Huawei demain. Donc c'est quelque chose, essaie de rentrer dans cet état d'esprit, essaie vraiment de comprendre ce qui se passe derrière toutes les transactions que tu vas faire, pour te dire ok, voilà le cheminement qu'il y a eu avec l'argent, voilà ce qui s'est passé. Ou quand tu reçois un salaire, voilà ce qui s'est passé. Et là, c'est bon, ton cerveau va commencer à switcher et tu commenceras à repérer mieux les opportunités, etc. Le point que je vais te dévoiler maintenant, alors il est plus complexe dans le sens où là, ça demande quand même d'étudier un peu l'économie mondiale, d'étudier ce qu'il se passe dans certains pays, un peu avec la géopolitique, etc. Mais il faut que tu comprennes les cycles économiques. Les cycles de récession, les cycles d'inflation, les cycles de stagflation, comment les marchés financiers évoluent par rapport à tout ça, comment les différents secteurs d'activité évoluent par rapport à tout ça. Tout simplement parce que si tu comprends ça, tu peux potentiellement avoir un temps d'avance. Et repérer des opportunités d'action sous-évaluées plus facilement. Dans la mesure où, un exemple très simple, on a eu une énorme hausse des taux d'intérêt à l'heure où je fais cette vidéo. Et cette énorme hausse des taux d'intérêt, assimilée à une mauvaise gestion, a fait que certaines banques ont fait faillite. On a eu la Silicon Valley Bank, Crédit Suisse, tu vois, on a eu un mouvement à la chaîne. Bon, c'est pas de l'ampleur de 2008, mais on a eu quand même des grosses banques qui ont fait faillite les unes après les autres, ce qui fait que le secteur bancaire a paniqué. Tu regardes toutes les actions bancaires début 2023, pam, ça a chuté. Certaines ont perdu 20, 30, 40, 50%. Donc les marchés ont bien chuté par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire que le secteur financier est un mauvais secteur pour investir? A priori non, des banques on va en avoir encore demain. Par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des banques qui sont mauvaises, mais il y a des banques qui sont bonnes. Et les banques qui sont bonnes, les gens ont surréagi à l'événement qui s'est passé. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des banques sous-évaluées qui peuvent être de très bons investissements sur lesquels tu pourras aller chercher une très belle plus-value. Et certaines te reversent de très jolis dividendes avec des magnifiques historiques. Donc, c'est là où tu dois essayer de comprendre, d'aller chercher les choses et de te dire que, ok, certes, on a eu un cycle économique qui a endommagé un business, qui a endommagé une industrie, un secteur, mais est-ce qu'il n'y a pas des opportunités là-dedans? Est-ce que toutes les entreprises ont réagi de la même manière? Parce que à chaque fois, tout le monde ne va pas mourir. C'est pas parce qu'il y a un mauvais cycle dans un secteur que tous les acteurs de ce secteur vont mourir. Il y en a toujours qui ressortent gagnants, ou il y en a toujours qui ressortent sans qu'il leur arrive grand-chose. C'est juste le prix de l'action qui a chuté. Donc, quand tu fais ça, tu t'ouvres des opportunités énormes, tu t'ouvres la possibilité d'acheter des actifs pas chers pour les revendre ensuite soit plus cher en fonction de ta stratégie, ou alors avoir un très bon rendement du dividende sur l'investissement que tu auras fait. Et ça, c'est un point très bien, et ça rejoint un nouveau point, c'est essaie toujours d'acheter des choses moins chères que ce qu'elles valent. Et ça, dans la vie de tous les jours, partout, essaie toujours de te dire, ok, qu'est-ce que ça vaut réellement, comment je peux l'acheter moins cher, et comment fonctionner tout ça. Et tu dois
sortir les graphiques. Dans ta tête, en tant qu'investisseur, long terme en tout cas, les graphiques ne doivent pas exister. Ça ne doit pas exister pour toi, un graphique boursier. Ça doit être quelque chose de totalement... ok, c'est là, très bien, mais tu t'en fous. Quand tu investis, tu ne regardes pas les graphiques boursiers. Tu regardes deux choses. De un, tu regardes le prix de l'action. De deux, tu regardes la valeur de l'action. Ok? Donc, tu regardes le prix, tu calcules la valeur. Si cette valeur est inférieure au prix actuel, ça veut dire que c'est surévalué, donc ça ne va pas t'intéresser. Maintenant, si la valeur est supérieure au prix actuel, là ça t'intéresse et là il y a peut-être une opportunité à aller chercher. Donc ça c'est quelque chose de très important. Le dernier point, c'est toujours avoir conscience dans quoi tu investis. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, tu dois faire tes recherches et tu dois avoir une stratégie bien claire. C'est-à-dire tu définis ta stratégie. Par exemple, ma stratégie avec mon objectif, c'est de pouvoir vivre pleinement grâce aux dividendes, grâce aux revenus passifs que la bourse pourra m'apporter. Donc tous mes investissements, je le fais par rapport à cet objectif. Je passe à côté de plein d'opportunités. Des opportunités du style Meta quand c'est tombé à 70-80 dollars. Des opportunités vraiment comme ça, tu vois, où tu te dis bah, c'est quand même une opportunité en or, mais je ne la prends pas parce que je préfère mettre mon argent dans d'autres opportunités, certes un peu moins jolies sur la plus-value qu'on peut aller chercher, mais qui restent alignées avec mon objectif parce qu'elles vont augmenter mes revenus tous les mois. Parce qu'en achetant des parts dans ces entreprises, je sais que tous les mois, je gagnerai plus de revenus passifs et que ces revenus passifs augmenteront tous les ans. Donc tu dois avoir ta stratégie et ton objectif bien clair dès le début et toujours comprendre ce dans quoi tu vas investir et pourquoi est-ce que tu investis là-dessus. À chaque fois, pose-toi la question, c'est si j'investis là-dedans, est-ce que ça me rapproche de mon objectif? Est-ce que je fais un pas de plus vers mon objectif? Si par exemple, tu as comme moi l'objectif de devenir rentier boursier, ben, acheter une entreprise qui ne reverse pas de dividende ou qui a un dividende à 0,5%, visiblement, ce n'est pas quelque chose qui va te rapprocher de ton objectif. En revanche, investir dans une entreprise, je ne sais pas moi, qui a 4% de dividende ou 5% de dividende, alors que normalement son dividende est à 2-3% parce qu'elle a bien baissé et que les fondamentaux sont excellents parce que tu as fait ta due diligence, tu as bien vérifié tout ça et que tu comprends pourquoi l'entreprise a baissé et que ça n'affectera pas le dividende ni l'augmentation du dividende sur les prochaines années, dans ce cas bien précis, tu peux y aller, tu peux aller investir parce que acheter des parts de ces entreprises te permettra de t'approcher de tes objectifs plus rapidement ou de façon assez conséquente. Donc garde bien toujours en tête ton objectif et investis toujours en fonction de cet objectif pour t'en rapprocher. Si quand tu fais un investissement, ça ne te permet pas de te rapprocher de ton objectif, c'est que l'investissement n'est pas forcément intéressant, même si tu as l'impression que c'est l'idée du siècle, même si tu as l'impression que c'est une opportunité vraiment en or, etc. Si l'investissement ne te rapproche pas directement de ton objectif, en général, essaie de passer à autre chose parce que tu trouveras mieux ailleurs. Donc dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu. C'est pas vraiment scripté, c'est plus tranquille. Je vais essayer de temps en temps faire des vidéos comme ça pendant que je marche. Donc dis-moi ce que tu penses de ce format en commentaire. En tout cas, si la vidéo t'a plu, pense à lâcher un pouce bleu et abonne-toi en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ça aide la chaîne à se développer, donc je compte sur toi. On est proche des 10 000 abonnés. L'objectif avant la fin de l'année, c'est 15 000. Donc on y va, on donne la force. Sur ce, je te souhaite une agréable journée. À très vite. Ciao, ciao.